Bonjour à tous et bienvenue de nouveau. Nous sommes rejoints aujourd'hui par Fyodor Lukyanov, professeur-chercheur à la Haute École d'économie de Moscou, également rédacteur en chef de la revue Russia in Global Affairs, président du Présidium du Conseil de politique étrangère et de défense de Russie, et directeur au club de discussion Valdai, où il interviewe chaque année le président Poutine. C'est donc un plaisir de vous revoir. Bonjour. Vous avez récemment rédigé un article sur l'affaiblissement du système politique du G7. Il s'agit des pays que sont les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Allemagne, la France, l'Italie, le Japon et le Canada. Le point commun essentiel, c'est qu'ils semblent tous traverser une crise politique, et il est encore trop tôt pour dire s'ils parviendront à s'en sortir. Mais quel est votre diagnostic? Que se passe-t-il au sein de ces pays? Vous savez, tout d'abord, pour être juste, je dois dire qu'il s'agit d'une crise, ou du moins d'une période d'instabilité et de mise à l'épreuve de la stabilité pour tous les pays du monde. Il n'y a aucune différence entre le G7 et tous les autres. La question se pose en raison d'un niveau de turbulence assez inédit. Pourquoi est-ce que je pense que c'est sans précédent? Parce que la combinaison des facteurs qui contribuent à cette turbulence est très particulière. Nous assistons à des changements dans tous les domaines, à commencer par le politique, le militaire, le géopolitique, puis vous pouvez les citer, social, technologique, culturel, quel qu'il soit, idéologique. Donc partout, nous voyons quelque chose se produire et combiner ces éléments crée ce nouveau niveau de turbulence. Et l'élément le plus spécifique et le plus préoccupant de tout cela, c'est que nous ne pouvons pas prévoir comment cette combinaison influencera les développements futurs. Il est donc tout simplement impossible de le calculer pour l'instant, du moins pour les politologues et même pour les dirigeants politiques. Tout le monde doit donc faire preuve d'une grande prudence, tâter le terrain et essayer de comprendre quelle sera la prochaine étape. Prochaine signifie littéralement l'étape suivante. Et dans cette situation, ce que j'ai essayé de dire dans le commentaire que vous avez mentionné, c'est que la question est de savoir dans quelle mesure les États sont prêts à réagir. Et ici, nous voyons une situation où des pays démocratiques, comme les puissances du G7 et bien d'autres, étaient traditionnellement considérés comme plus résilients en raison de leur flexibilité, de leur capacité à modifier la constellation intérieure, à adapter l'environnement politique aux attentes sociales, aux défis venant de l'intérieur comme de l'extérieur, et ainsi de suite. Cela était vrai autrefois, car les systèmes moins démocratiques, plus autoritaires, plus centralisés, ne pouvaient souvent pas réagir de manière adéquate aux défis qui se présentaient. Mais cette fois-ci, à cette période, la situation est légèrement différente. Nous constatons que des pays, en particulier au sein de l'Union européenne, je remarque particulièrement des signes de cela à l'intérieur de l'Union européenne, sont tout simplement incapables de répondre à tous ces défis qui se présentent. Pourquoi? Parce que cet environnement très imprévisible exige en réalité un très haut degré d'adaptabilité, la capacité de modifier la situation, de changer les politiques et de changer de cap afin de réagir à des facteurs constamment nouveaux provenant à la fois de l'extérieur et de l'intérieur. Et c'est la nouvelle situation. Nous observons les deux en même temps. Lorsqu'il s'agit d'États souverains, qu'ils soient, pour ainsi dire, moins démocratiques et plus autoritaires, comme c'est le cas de la Chine, par exemple, ou de la Russie, quelle que soit votre évaluation, l'État a la capacité de prendre des décisions souveraines, de modifier sa politique et de revoir ce qui est fait en réponse à ces défis. Dans les pays démocratiques et dans des États souverains comme les États-Unis,
nous constatons la même chose. Cela peut réussir plus ou moins bien partout. Mais au moins, lorsque ces pouvoirs, ces États, ces autorités voient que quelque chose ne fonctionne pas, ils peuvent le changer. Dans l'Union européenne, comme nous le savons, cela fonctionne différemment. Ce n'est pas un État, c'est une combinaison, une communauté de pays très différents, avec des intérêts complètement différents, en réalité, avec des perceptions très différentes, des menaces et des problèmes, etc. Vous l'avez compris, les différences sont vraiment très grandes. Mais en même temps, il n'existe aucun pays, aucun État au sein de l'Union européenne qui puisse prendre des décisions souveraines sans les coordonner avec le reste de la communauté. Et c'est là, de mon point de vue, que commencent les problèmes. Parce que dans cette nouvelle situation, cela fonctionnait plutôt bien auparavant. Mais cela ne fonctionne plus aujourd'hui, car ces pays ne peuvent tout simplement pas faire ce qu'il faudrait pour relever tous ces défis. Et pire encore, il n'y a aucun moyen d'en sortir, car tout le système a été conçu pour formuler une réponse commune. Et une réponse commune, aujourd'hui, selon moi, est tout simplement impossible. Voyez-vous cela également en lien avec le conflit actuel en Ukraine? Car ce qui me déroute souvent, c'est que je peux comprendre la position de tous les principaux acteurs. Je comprends pourquoi la Russie ne peut pas accepter l'incursion de l'OTAN en Ukraine. Je comprends pourquoi l'Ukraine se bat pour sa défense. Je comprends pourquoi les États-Unis cherchent à affaiblir un adversaire. Mais maintenant, ils ont laissé ce projet rater aux Européens. Le seul acteur que j'ai du mal à comprendre en ce moment, c'est l'Europe. Le conflit ne va pas dans leur sens, mais il n'y a aucun ajustement de cap. Ils veulent vraiment faire partie des négociations. Alors ils continuent de solliciter Trump, mais ils ne peuvent pas décrocher le téléphone pour appeler la Russie. Ils constatent ce déclin économique et cette désindustrialisation, mais ils continuent à prendre des décisions qui ne font qu'aggraver le problème. C'est donc très frustrant de voir qu'il n'y a aucun processus pour identifier le problème et chercher comment le résoudre. Et je suppose que ce qui était toujours positif avec l'UEMOA, pas toujours, mais dans les années 90 et 2000, c'est qu'elle était capable d'utiliser ce pouvoir de négociation collective pour obtenir les meilleurs accords économiques pour ses États membres, pour extraire un certain pouvoir politique grâce à l'interdépendance asymétrique avec leurs partenaires. Et ils pouvaient avoir une certaine indépendance vis-à-vis des États-Unis. En d'autres termes, une mise en commun de la souveraineté. Cela servait les intérêts nationaux, même si cela affaiblissait un peu la souveraineté au niveau national. Mais il est évident que quelque chose a dérapé. Je ne sais pas si c'est la centralisation du pouvoir ou le fait de lier toutes les politiques à des valeurs, ce qui, dans les deux cas, empêche toute opposition efficace ou toute correction de trajectoire. Mais comment expliquer cela? Car, comme vous l'avez mentionné, cela se produit dans tous les domaines. Questions de sécurité, militaire, politique. Il y a un problème quant à la manière de gérer l'opposition. Elle est effectivement délégitimée dans de nombreux pays, ce qui fait de la démocratie, la passation pacifique du pouvoir, un problème central, mais aussi culturel, comme vous l'avez dit. Et c'est comme si tous ces problèmes ne faisaient que s'accumuler sans qu'aucune mesure ne soit prise. Pourquoi l'Union européenne elle-même rencontre-t-elle cette difficulté? Le problème vient-il de l'Union européenne ou y a-t-il d'autres facteurs en jeu? Vous savez, de nombreuses choses sont attribuées à Winston Churchill. Je ne suis pas sûr qu'il ait dit tout ce qu'on lui attribue, mais bon. Et il y a cet aphorisme de sa part. Quelle que soit la stratégie brillante que vous avez, il vaut la peine d'en vérifier les résultats de temps en temps. Et je pense que c'est exactement ce qu'il faudrait pour l'Union européenne. Car vous avez mentionné la correction de trajectoire. Je pense que c'est une notion clé aujourd'hui pour tout le monde.
Je ne dirais pas que je suis absolument satisfait de la façon dont mon pays corrige sa trajectoire de temps en temps, mais au moins cela arrive. Ces corrections ne sont pas aussi efficaces que je souhaiterais, mais bon. Dans le cas de l'Union européenne, je pense que le problème est exactement ce que vous avez dit. Il n'y a aucun moyen de corriger la trajectoire sans un changement profond dans la structure des institutions et dans la façon dont cette union fonctionne. Parce que le principal problème n'est pas le fait que la qualité des dirigeants politiques aujourd'hui soit, comme beaucoup le suggèrent, inférieure à ce qu'elle était auparavant, donc d'un niveau légèrement inférieur. Peut-être, mais ce n'est pas la question essentielle. La véritable question, c'est que l'Union européenne, dans sa forme idéale telle qu'elle a été créée après la Seconde Guerre mondiale, puis a évolué pendant plusieurs décennies pour atteindre son apogée à la fin du XXe, début du XXIe siècle, a été créée et surtout recréée après la fin de la guerre froide comme le prototype de l'ordre mondial libéral. C'était un type d'organisation internationale absolument nouveau, voire plus qu'une organisation internationale, un proto-État au niveau d'une unification supranationale. Et dans cet ordre mondial libéral, tant qu'il dominait l'ensemble du système international, pratiquement, ou du moins idéalement, c'était un grand avantage pour l'Union européenne de voir comment cela pouvait fonctionner, surtout compte tenu du fait que la situation militaire et géopolitique était extrêmement avantageuse pour l'Occident en général et pour l'Union européenne en particulier. Les États-Unis assuraient la protection sécuritaire. La Russie fournissait de l'énergie bon marché. La Chine offrait une main-d'œuvre et des biens à bas coût. Et c'était brillant. Mais cela n'a pu exister, de mon point de vue, qu'au sein de cette constellation très particulière de facteurs internationaux. Cet ordre mondial libéral, ou comme les politiciens occidentaux ont commencé à l'appeler plus tard, l'ordre fondé sur des règles, était une exception. Ce n'était donc pas ainsi que le système international, que les relations internationales fonctionnaient depuis des siècles. Et j'oserais dire qu'il ne reviendra pas de sitôt, peut-être jamais. Et dans cette nouvelle situation, où tous les pays doivent compter sur eux-mêmes et utiliser leurs propres opportunités pour s'adapter à tous ces nouveaux défis, tous les avantages de l'intégration européenne se transforment désormais en inconvénients. Et voilà. C'est pourquoi un changement de cap, une correction de trajectoire n'est pas possible, parce qu'on ne peut pas corriger la trajectoire de l'Allemagne, du Portugal, de la Suède, du Luxembourg ou de la Slovénie sans modifier toute l'architecture de l'Union. Et si l'on commence à la modifier, alors ça deviendra quelque chose de complètement différent. Ce ne sera plus l'Union, ni l'intégration telle que les gens la connaissent du passé. C'est pourquoi je pense que l'Union européenne est dans une situation très difficile, contrairement à de nombreux autres pays, y compris les États-Unis ou même le Canada. On peut dire que la souveraineté du Canada est également limitée, mais cela reste un État souverain. Où cela peut sembler très paradoxal, voire fou, mais en repensant à 2016, lorsque les Britanniques ont voté pour le Brexit, pour la sortie de l'Union européenne, à l'époque, cela paraissait de l'extérieur complètement insensé, un pur accident, personne n'avait calculé les conséquences, etc. Mais même à ce moment-là, je pensais, c'était juste une réflexion personnelle. Je pensais que nous ne savions pas comment l'intégration européenne allait évoluer. Et peut-être qu'après quelques années, certains diraient que cette décision très stupide et très malheureuse pour la Grande-Bretagne était en réalité une échappatoire au piège dans lequel l'intégration européenne allait s'engager durant cette période. Maintenant, je ne sais pas si l'on peut dire cela ou non, mais au moins je pense que le Royaume-Uni dispose d'un espace de correction plus large que l'Union européenne.
Eh bien, il m'est difficile de voir le rôle de l'UE dans le nouvel ordre mondial, car lorsque nous analysons l'ordre mondial, nous examinons généralement deux composantes, la répartition du pouvoir et la légitimité du fonctionnement des acteurs. Mais si l'on observe l'Europe au cours des 80 dernières années, depuis la Seconde Guerre mondiale, sous le système bipolaire, il était facile d'identifier les centres de pouvoir. Nous avions deux idéologies concurrentes. En Occident, nous étions sous la direction des États-Unis, engagés en faveur du capitalisme et de la démocratie libérale. C'était donc très organisé en ce sens, clairement délimité. Et puis bien sûr, lors du moment unipolaire, après la guerre froide, il n'y avait qu'un seul centre de pouvoir. Mais malgré tout, les États-Unis étaient les seuls à dominer la scène. Nous divisons à nouveau le monde entre démocratie libérale et régime autoritaire. Ainsi, l'ordre mondial consiste encore en une puissance centrale, mais cette fois, cela ressemble presque à une mission civilisatrice. Il s'agit d'aller remodeler le monde à leur propre image, celle des démocraties libérales. Mais dans un monde multipolaire, il semble que beaucoup de choses s'effondrent. C'est d'abord une question de répartition du pouvoir. Si les États-Unis ne considèrent plus l'Europe comme leur priorité principale, en fait, elle semble désormais reléguée au troisième rang. Ils perdent un élément essentiel. De plus, la légitimité semble s'effriter, et il devient difficile de comprendre pourquoi ou comment des pays aussi différents que l'Espagne et la Lituanie auraient des intérêts clés. Enfin, ce qu'ils pourraient réellement avoir en commun. Encore une fois, étant donné que la répartition du pouvoir inclut désormais les plus grands pays, comme la Chine, donc des pays non occidentaux, pour la première fois depuis des siècles, on assiste à une distribution du pouvoir très post-hégémonique. La capacité d'imposer des valeurs est en somme la source de légitimité. Tout cela s'effondre. Pensez-vous que l'ordre mondial est en train de changer, selon vous? Et comment les Européens peuvent-ils s'adapter à ce nouvel ordre mondial? Parce qu'il semble que l'Europe, en tant qu'entité cohérente, n'a pu exister que dans un système bipolaire ou unipolaire. Ou bien, est-ce une vision trop pessimiste de votre point de vue? Non, je ne pense pas que ce soit trop pessimiste. Je pense plus ou moins que l'Union européenne et l'Europe en général ne sont pas préparées à l'après-hégémonie, car les Européens ont profité de tous les avantages de l'hégémonie sans en subir jusqu'à récemment les aspects négatifs, contrairement à certains autres pays et groupes de pays. De mon point de vue, oui, je suis malheureusement d'accord pour dire que la pertinence de l'Union européenne dans la politique internationale est tout simplement en train de disparaître. Et selon moi, l'élément le plus dangereux de ce processus est que l'Union européenne essaye d'imiter une importance internationale. Je pense que les dirigeants européens, consciemment ou inconsciemment, comprennent, ils ressentent, ce manque de véritable pouvoir et l'absence de toute nouvelle capacité dans la redistribution en cours, comme vous l'avez dit. Mais pour l'Europe, qui s'est habituée pendant plusieurs siècles à être au centre de tous les processus internationaux et des relations internationales en général, il est bien sûr très difficile d'accepter cela. Et ce que nous voyons, c'est une tentative d'imiter des politiques audacieuses. L'exemple le plus récent est la reconnaissance de la Palestine par plusieurs pays, dont la France et des membres de l'Union européenne. D'un côté, personne ne peut nier que ce qui se passe au Moyen-Orient est absolument terrible et affreux. Et nous pouvons avoir des opinions tranchées sur ce que fait Israël. Mais la question est, à quoi sert cette démarche? Va-t-elle aider l'autorité palestinienne à renforcer ses capacités? Pas du tout. Cela exercera-t-il une pression sur Israël pour modérer ou limiter ses activités?
Pas du tout, au contraire. Le résultat sera qu'ils vont simplement redoubler d'efforts et intensifier leurs actions pour tenter d'achever leur mission. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que l'Union européenne essaie de faire des choses qui ne demandent pas grand-chose. Juste des déclarations, juste des mots, sans réfléchir aux conséquences que ces actions pourraient avoir à l'étape suivante ou à celle d'après. Un autre exemple, de mon point de vue, est la prochaine réintroduction de sanctions contre l'Iran, qui a été initiée par les membres européens de l'ancien accord nucléaire via le mécanisme de snapback. Encore une fois, pourquoi faire cela? Qu'attendent-ils de cette démarche? Pense-t-il vraiment que l'Iran va soudainement dire « D'accord, venez, venez, maintenant nous allons tout changer ». C'est stupide. Cela n'arrivera pas. Et l'Union européenne n'a pas le pouvoir de faire pression sur l'Iran. Même les États-Unis n'y parviennent pas vraiment. Et encore une fois, de mon point de vue, c'est ce qu'il y a de pire. Être inactif est déjà assez grave pour des pays qui ont une tradition d'être au centre des affaires internationales. Mais il y a quelque chose de bien pire. Imiter des actions qui vont en réalité nuire à l'ensemble du processus, qui n'apporteront rien à l'Union européenne, mais qui détérioreront la situation générale au Moyen-Orient avec l'Iran. Et l'Ukraine fait également partie de ces efforts. Oui, je suppose que sur la question de l'Ukraine, on observe quelque chose de similaire. Cette idée qu'ils doivent faire quelque chose pour s'affirmer. Mais lorsqu'ils font des déclarations comme « Vous savez, la voie vers l'adhésion à l'OTAN est toujours ouverte » ou « Nous allons envoyer des troupes pendant un accord de paix », tout ce que cela fait, c'est, je suppose, obtenir l'effet inverse. Il ne peut pas y avoir d'accord de paix. Je ne sais pas, je ramène souvent cela aux années 90 et 2000, parce que pendant ces années de gloire de l'UEMWA, tous les pays voisins voulaient adhérer, et tout le monde devait s'adapter à leur gouvernance externe ou à leurs règles commerciales. Ils pouvaient presque gouverner par des discours et des lois. C'est pourquoi, dans le monde universitaire, l'UELL était qualifié de superpuissance législative. Ils se contentent de fixer les règles et de faire des discours, et les autres doivent s'y adapter. Mais bien sûr, le monde a connu certains changements. Que cela signifie-t-il cependant pour l'architecture de sécurité européenne? Car bon nombre des problèmes que nous rencontrons en Europe, qui ont évidemment conduit à la guerre en Ukraine, trouvent leur origine dans des questions plus profondes et non résolues de l'ordre de sécurité européen. Or, l'ordre de sécurité européen semble reposer sur deux piliers, l'OTAN et l'Union européenne. Mais aucun de ces deux piliers n'est particulièrement solide en ce moment. Est-ce que, selon vous, il s'agit d'une source de crise ou d'une opportunité? Car cela pourrait nous permettre de corriger certaines erreurs commises dans les années 90, comme celle d'avoir créé une Europe sans le plus grand pays du continent. Comment évaluez-vous l'impact que cette crise de l'UE et de l'OTAN au l'ordre de sécurité européen dans son ensemble? Franchement, à ce stade, je ne vois aucune possibilité de corriger les erreurs ou les faux pas commis auparavant pendant la période euphorique où les pays de l'OTAN, les États-Unis et les puissances européennes pensaient n'avoir aucune raison de prendre en compte l'avis des autres. Je pense qu'au bout du compte, après ce terrible conflit, qui malheureusement ne montre encore aucun signe d'approcher de sa phase finale, nous devrons bien sûr nous pencher à nouveau sur les questions de sécurité européenne, les réexaminer. Mais quel type de révision cela pourrait-il être? Jusqu'à présent, d'après l'atmosphère qui règne en Europe, en Russie et plus largement en Eurasie, je ne perçois aucun désir de système coopératif, de système fondé sur des mesures de coopération en Europe, comme quelque chose de similaire aux accords d'Helsinki ou quoi que ce soit de ce genre.
Ces arrangements appartiennent à un système international complètement différent. Je suis très modeste dans mes attentes. Ce que je considérerais comme un résultat très positif de la guerre en cours serait un désengagement entre la Russie et l'Europe. Un désengagement au sens positif, c'est-à-dire que nous ne sommes pas engagés dans des activités militaires les uns contre les autres, bien sûr. Et ce désengagement pourrait créer une nouvelle forme de coexistence pacifique, comme pendant la guerre froide. Mais ces fondements seraient bien entendu totalement différents. Quel type d'Occident le reste du monde devra-t-il affronter dans, disons, 5 ans, 10 ans à partir de maintenant? Personne ne le sait. Parce que l'Occident tel que nous le connaissions, et tel que nous le connaissons encore depuis la guerre froide, la première guerre froide, la seconde moitié du XXe siècle, je pense que c'est nécessaire tout un situation for. Together with the post-Cold War situation. It does not mean that the West will disappear. United States and Cela ne signifie pas que l'Occident va disparaître. Les États-Unis et l'Europe resteront bien sûr dans une certaine forme de symbiose, mais probablement sur des bases complètement différentes. Surtout compte tenu du fait que les priorités des États-Unis, et par conséquent probablement celles de l'Union européenne, seront déplacées de manière décisive vers une autre partie du monde. Et l'espace atlantique, l'espace transatlantique, ne sera plus la pièce centrale de la politique internationale. Si tel est le cas à l'avenir, cela créerait une situation complètement différente, qui probablement, pas nécessairement, mais probablement, générerait une meilleure atmosphère, un meilleur esprit pour cette coexistence entre la Russie et l'Europe. Je l'espère. This coexistence between Russia and Europe. I hope so. Serait-ce parce que la relation transatlantique crée une frontière rigide avec la Russie? Ou pourquoi pensez-vous qu'il serait plus facile d'avoir de meilleures relations entre Européens et Russes si le partenariat transatlantique était, je suppose, moins dominant dans la structuration du système international? Je comprends que ce point de vue de ma part est probablement un peu trop optimiste. Mais ce que j'envisage, c'est que l'Union européenne soit beaucoup plus livrée à elle-même par les États-Unis pour faire face à la Russie. Elle sera plus réaliste quant à l'avenir, quant aux perspectives de nécessité de coexister. Car le plus grand changement aujourd'hui, de mon point de vue, c'est que l'administration Trump, et j'oserais deviner que la prochaine administration aux États-Unis, quelle que soit la personne en poste, poursuivra cette ligne, peut-être avec une rhétorique légèrement différente, mais continuera d'encourager l'Europe à être plus autonome en matière de sécurité, en particulier dans l'espace européen. Et si cela se produit, alors nous pouvons envisager 2 options. Une option, qui à mon avis serait optimiste, est que l'Union européenne essaiera de trouver différents moyens pour faire face à cette nouvelle situation, y compris des efforts diplomatiques, des négociations et des compromis avec la Russie sur des questions géopolitiques, économiques, etc. Bien sûr, il pourrait y avoir une autre option, qui n'est pas du tout à exclure, que l'Union européenne, se sentant isolée face à la Russie, devienne excessivement agressive et tente de rattraper son retard en matière de capacité militaire. Je ne vois pas encore comment les Européens pourraient y parvenir, mais je ne peux pas exclure cette aspiration. Alors cela pourrait créer un très, très gros problème, menant à une véritable escalade vers une grande guerre entre la Russie et l'Europe. Et il se pourrait, même si cela semble très improbable aujourd'hui, que les États-Unis ne s'impliquent pas dans cette guerre. Ils pourraient dire, oui, nous soutenons nos amis et alliés européens, nous pouvons les aider en leur vendant des armes, etc., mais ce n'est pas notre problème. C'est leur problème. Nous sommes concentrés sur autre chose, et merci de régler cela entre vous. C'est très hypothétique, c'est très frustrant, mais nous ne pouvons pas non plus exclure ce scénario.
We cannot exclude this scenario either. My last question, though, is just on the... Ma dernière question concerne les relations entre les États-Unis et la Russie. Car lorsque vous parlez de l'Occident, il est évident que les États-Unis sont l'acteur dominant ici. Comment percevez-vous, selon vous, l'évolution de la position américaine en matière de négociation avec la Russie? Encore une fois, je ne suis pas certain qu'il y ait un véritable changement. Mais est-ce simplement une nouvelle répartition des rôles, c'est-à-dire que les Européens devraient désormais prendre en charge la politique de confinement et d'affrontement vis-à-vis de la Russie? Ou considérez-vous cela comme faisant partie d'un objectif plus large, à savoir résoudre les problèmes liés à l'architecture de sécurité européenne? Et dans cette optique, voyez-vous des avancées dans l'amélioration des relations bilatérales entre les États-Unis et la Russie? Ou bien, y a-t-il des espoirs de mettre fin à la guerre par procuration en Ukraine? Cela fait beaucoup de questions en une seule, mais la question principale est la suivante. Comment voyez-vous l'évolution des discussions entre les Américains et les Russes? The talks between the Americans and the Russians. First of all, to be frank, I don't see any improvements in Tout d'abord, pour être franc, je ne vois aucune amélioration dans la relation entre la Russie et les États-Unis, à part sur le plan rhétorique. En effet, l'administration Trump est très différente de ce que nous avons vu auparavant. Ce n'est pas à cause de leur perception différente de la Russie. C'est parce qu'ils envisagent toute la stratégie des États-Unis et du monde d'une manière complètement différente de l'administration Biden, de l'administration Obama ou des administrations précédentes. Et dans ce contexte, la Russie est perçue non pas comme une amie, bien sûr, ni comme un partenaire important, mais comme une puissance importante, une force significative, qui doit être prise en compte et qu'il faut dissuader et contenir, mais pas seulement en tentant d'exclure la Russie de toutes les sphères d'intérêt qu'elle pourrait avoir. À cet égard, Trump et son entourage, du moins certaines figures clés autour de lui, y compris, de mon point de vue, le secrétaire d'État Rubio, voient un espace de flexibilité plus large dans la relation avec la Russie. Cela dit, avons-nous constaté des changements concrets dans la relation depuis février, lorsque Trump a appelé Poutine pour la première fois? Non. Le grand changement a également eu lieu en février, lors de cette réunion catastrophique entre Trump et Zelensky à la Maison-Blanche, lorsque Trump a été publiquement interrogé par des journalistes pour savoir si les États-Unis soutenaient l'Ukraine. Et Trump a répondu « Non, nous ne sommes pas du côté de l'Ukraine, nous ne sommes pas du côté de la Russie, nous sommes des médiateurs. » Et cela a été un changement révolutionnaire, bien sûr, par rapport à ce que nous avions vu les années précédentes. Personne en Occident n'aurait osé dire que lui-même ou son pays n'était pas du côté de l'Ukraine. À cet égard, c'était un grand changement. Sinon, je me souviens de ces déclarations des deux parties, la Russie et les États-Unis, en février et mars, disant que oui, il y a un gros problème avec l'Ukraine, qu'il faut le régler. Mais au-delà de cela, nous avons un large éventail de questions différentes et d'options pour faire de nos pays de grands partenaires. Et nous pouvons travailler simultanément sur tous les fronts, y compris en commençant par l'aspect très technique, car à l'époque, on pensait que ce serait le plus simple. Rétablir le fonctionnement des institutions diplomatiques, des ambassades, des consulats, et ensuite, nous pourrions nous rapprocher d'autres questions. J'ai été très sceptique à ce sujet dès le début, car nous savons par une longue expérience que les questions mineures ne peuvent pas être résolues tant que la grande question n'est pas abordée. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Sans progrès sur l'Ukraine, nous ne pouvons rien espérer, qu'il s'agisse d'économie, de diplomatie ou du fonctionnement de ces institutions. C'est hors de question. As for the Ukrainian issue,
En ce qui concerne la question ukrainienne, je ne crois pas que Trump, ni même les personnes plus expérimentées en politique étrangère qui l'entourent, souhaitent vraiment créer une nouvelle architecture de sécurité en Europe. Certaines personnes y pensent, mais en général, ce n'est pas la priorité ni l'intérêt principal des États-Unis. Ce que Trump veut arrêter, c'est la phase militaire de cette guerre. Et c'est tout. Ensuite, il pourra prétendre que le conflit séculaire est résolu. Maintenant, je mérite 3 prix Nobel de la paix, ou 4, je ne sais pas. Et c'est tout. Cela ne fonctionne pas. Et maintenant, même lui, même Trump, le comprend. Mais je pense qu'idéalement, Trump aimerait se désengager, comme il l'a fait lors de son premier mandat avec la Corée du Nord, après un début de négociations très festif. Il a vu qu'il n'y avait aucune chance de s'entendre sur quoi que ce soit, puis il a tout simplement laissé tomber. Il ne peut pas faire la même chose ici, car il est trop impliqué, et la question est bien plus vaste que la péninsule coréenne. Mais encore une fois, je pense que nous ne pouvons pas nous attendre à de grandes avancées ou à des progrès sur le front ukrainien sans un changement profond de la situation militaire, que ce soit un succès du côté russe ou des actions plus réussies du côté ukrainien. Mais ce sont les dynamiques militaires qui définiront la suite. Sans cela, je crains que nous en soyons au même point dans un an. Et encore une fois, comme je l'ai dit, le facteur déterminant pour un accord ou une solution concernant l'Ukraine, c'est la situation militaire sur le champ de bataille. Un autre élément est ce qui se passera autour, ce qui se passera dans le monde, totalement déconnecté de la question ukrainienne, que ce soit le Moyen-Orient, la situation avec la Chine ou la relation entre les États-Unis et les principaux partenaires au sein des BRICS, au sein de l'OTAN. Tous ces domaines sont actuellement en turbulence. Et sur cette base, on peut s'attendre à certains changements pendant que la guerre en Ukraine se poursuivra. Ce n'est absolument pas ce que j'aimerais voir dans cette situation, mais je ne m'attends à rien d'autre dans un avenir prévisible. Et maintenant, il semble effectivement que la situation diplomatique se soit figée. Eh bien, je suppose, juste une dernière question. Quels conseils donneriez-vous aux dirigeants russes et européens, justement, compte tenu de l'impasse actuelle? Peut-être davantage aux Européens, car ils se retrouvent aussi, je pense, coincés dans cette position où ils ne peuvent pas changer de cap. Si l'on regarde dans l'histoire, il n'y a pas vraiment de comparaison, je suppose. Mais ce qu'est-ce qu'il faut à ce stade? Je ne pense pas qu'il y ait grand-chose à faire. Le Conseil a donné à tous, que ce soit à la direction russe, aux dirigeants des pays européens, à l'OTAN ou aux États-Unis également, serait de comprendre que la situation est véritablement sans précédent et que l'idée de contrôler l'escalade pourrait être une illusion. Tous les stratèges spéculent et calculent beaucoup sur la manière d'escalader, mais de façon contrôlée. Ce n'a pas été une expérience très encourageante par le passé. Nous connaissons de mauvais exemples de cela de tous les côtés, la Russie, l'Union soviétique, les États-Unis, etc. Mais cela fait tout de même partie de la réflexion stratégique que l'escalade pourrait être un moyen et qu'elle peut être contrôlée. J'ai bien peur que, comme auparavant, mais encore plus aujourd'hui, ce soit un jeu très dangereux. Et cela devrait être dit à toutes les parties impliquées dans ce conflit. Et en ce qui concerne l'Union européenne, je pense que l'élément clé de toute la situation européenne est bien sûr l'Allemagne, ce qui va se passer en Allemagne. Malheureusement, c'est un autre sujet que nous pourrons aborder une autre fois. Mais cette imitation de manœuvres stratégiques dont nous avons parlé plus tôt dans la conversation semble, vu de l'extérieur, être en partie une tentative des gouvernements européens de détourner l'attention des gens des problèmes croissants à l'intérieur,
problèmes sociaux, économiques, électoraux. Et nous voyons qu'en Allemagne, par exemple, chaque nouveau sondage d'opinion montre une progression du score de l'Alternative für Deutschland. Cela signifie qu'il y a des difficultés internes importantes en Allemagne. Et d'après l'histoire, nous savons que les Allemands sont particulièrement mauvais pour corriger leur trajectoire. Historiquement, nous le savons. Et pour moi, c'est assez inquiétant. Oui, eh bien, je suis tout à fait d'accord avec cela. Je pense que nous devrions parler de l'Allemagne un jour, car les changements qui s'y sont produits ont été si spectaculaires et si rapides. Mais nous allons devoir garder cela pour la prochaine fois. Merci beaucoup pour votre temps. Merci beaucoup.